Attaque djihadiste au Mali dans plusieurs localités de la région de Ségou. Les civils fuient en masse une semaine après. Les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Jenim, règnent en maître dans ces localités. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons au Cameroun où plusieurs voix se lèvent pour dénoncer la réception à étudier de plusieurs chefs religieux, chefs traditionnels à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le secrétaire général de la présidence reçoit ces personnalités au nom du chef de l'État. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Alors que l'armée malienne n'a toujours pas repris ses positions attaquées par les djihadistes du Jenim dans le centre du pays, mardi 19 août, les civils des villages alentours, eux aussi pris pour cible, continuent de fuir la zone. C'est notamment le cas des habitants de la localité de Farabougou qui a été incendiée. Suivons les détails. Près d'une semaine après l'attaque de la localité de Farabougou et de plusieurs positions de l'armée malienne aux environs de Ségou, à environ 300 km au nord de Bamako, les djihadistes du Jenim règnent en maître absolu dans la région. Alors que dans plusieurs localités, les troupes régulières sont toujours aux abonnés absents, les civils, pris de panique face à l'insécurité, ont décidé de fuir. À pied ou à bord de charrettes surchargées, ils quittent notamment Farabougou et les villages environnants, à l'instar de ce tome joint par la rédaction de RFI en Fulfulde et en Mandekan. Ma famille et moi avons dû nous réfugier à Dogofri. Mardi, les groupes armés ont attaqué notre village. Ils en ont fait sortir les hommes et les enfants pour pouvoir tuer tous les hommes. Si beaucoup sont morts, d'autres comme moi ont pu fuir. Ensuite, ils ont brûlé tout le village. Nous n'avons même pas pu enterrer les cadavres, raconte-t-il avant de poursuivre. Les municipalités qui nous accueillent ont trouvé des solutions pour amener nos femmes et nos enfants auprès de nous. À Dogofri, elles nous logent dans la cour de la mairie. Mais comme nous sommes trop nombreux pour tout y rester, ceux qui ont des parents ou des connaissances ici sont allés chez eux. Pendant ce temps-là, dans les localités dont ils se sont emparés, les djihadistes paradent après avoir mis la main sur le matériel de l'armée et avoir enlevé ou tué des militaires aux côtés des civils. Dans la région, il s'agit d'une première où presque la junte au pouvoir à Bamako abandonne des positions attaquées sans tenter rapidement de les reprendre. Alors que les interprétations à ce propos vont bon train, de nombreux élus de la région ne cachent pas leur inquiétude et espèrent une prochaine opération militaire pour assurer les populations. Il y a 5 ans environ, les djihadistes avaient déjà installé un blocus autour de Farabougou. Il avait fallu l'intervention de religieux maliens dans les négociations pour qu'ils acceptent de desserrer l'étau. Au Cameroun, plusieurs acteurs de la société civile dénoncent un mélange des genres problématiques selon eux. Depuis le début du mois, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, reçoit au palais d'Etoudi, au nom du chef de l'État, des personnalités influentes sur le plan local. Chefs religieux, chefs traditionnels ou leaders communautaires qui expriment leur soutien au candidat Paul Biya pour la présidentielle d'octobre. De telles activités devraient avoir lieu selon ces voix critiques au siège du parti qui soutient le président candidat, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Parmi ces voix critiques au Cameroun, Philippe Nanga, le coordonnateur de l'ONG Monde Avenir, observe avec préoccupation ce balai au palais présidentiel, au palais de l'unité en soutien au président Paul Biya avant la présidentielle d'octobre. C'est quand même à la présidence que se passe tout ceci. Ce sont les moyens de l'État. C'est pour ça que nous parlons de l'utilisation des moyens de l'État à des fins électoralistes, ce qui constitue déjà des actes de fraude. De mon point de vue, c'est malsain. Il y a un effet symbolique très fort qui crée de la confusion. Si le secrétaire général, qui semble être celui qui porte la stratégie du candidat Biya, veut mener des actions pouvant bénéficier à son candidat, il doit le faire au siège du parti politique de son candidat. Aucune confusion, assure de son côté le député du parti présidentiel, le RDPC, Engelbert Isomba Bengono. Les réceptions, les audiences que le secrétaire général de la présidence de la République et ministre d'État Ngongo accorde sont instruites par le président de la République lui-même qui exerce encore son mandat. Le président de la République incarne l'unité nationale. Donc, ce sont des composantes de la nation qui sont reçues légitimement par celui qui est la figure de proue de la nation camerounaise. Et je n'ai pas l'impression que le fait que les uns et les autres expriment leur soutien au président de la République suffit que leur communauté, dans l'entièreté, va voter pour le président de la République. Ce n'est pas à ce niveau que les enjeux sont déterminants.
Dans la circulaire du 16 juillet signée par Paul Biya, c'est au secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuet, qui a confié la coordination nationale de la campagne du chef de l'État. 8 mois après la destitution de Barthélémy Dias du poste de maire de Dakar, un conseil municipal extraordinaire a été convoqué pour élire son successeur ce lundi 25 août. Une heure avant, la Cour suprême tiendra une audience en référé pour dire si oui ou non la réunion peut avoir lieu. La plus haute juridiction du pays a été saisie par l'ancien édile qui espère toujours être réinstallé dans ses fonctions. Dakar sera ce lundi 25 août le théâtre d'une grande bataille politico-judiciaire avec ni plus ni moins que le contrôle de la mairie de la capitale pour enjeu. Alors qu'un conseil municipal extraordinaire est prévu à 10 heures pour désigner le nouveau maire de la ville, une audience en référé de la Cour suprême doit se tenir 1 heure avant dans le but d'empêcher la tenue de la réunion. Pour comprendre cet imbroglio, il faut remonter au 11 décembre dernier, date à laquelle le préfet de Dakar a décidé de démettre de ses fonctions le titulaire du poste Barthélémy Dias à la suite de sa condamnation définitive quelques jours plus tôt pour homicide volontaire dans une affaire remontant de l'année 2011. Contestant cette mesure, Barthélémy Dias avait alors saisi la Cour suprême qui doit statuer sur le dossier le 18 septembre. Mais en face, la municipalité de Dakar, elle, entend mettre un terme à l'intérim qui dure plusieurs mois à sa tête sans attendre. Résultat, elle a décidé de convoquer le conseil municipal extraordinaire dès ce lundi, ce qui n'est pas du tout du goût de Barthélémy Dias. Alors que la plus haute juridiction du pays ne s'est pas encore prononcée sur la légalité de sa destitution, celle-ci voit dans cette initiative une précipitation. Pour suspendre le processus, il a donc de nouveau saisi la Cour suprême, qui se prononcera sur ce point à partir de 9 heures. L'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kouchner, est convoqué au ministère français des Affaires étrangères ce lundi 25 août après avoir fait part de sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de son gouvernement pour le combattre. C'était dans une lettre adressée à Emmanuel Macron. Charles Kouchner, l'ambassadeur des États-Unis en France, convoqué ce lundi 25 août au ministère des Affaires étrangères après des critiques sur l'absence d'action suffisante du président Emmanuel Macron contre l'antisémitisme qui ont provoqué la colère de Paris. Dans une lettre adressée au chef de l'État obtenue dimanche par l'AFP, l'ambassadeur exprime sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de son gouvernement pour le combattre, rejoignant ainsi des critiques déjà faites par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Qualifiés d'accusations inacceptables, ces propos sont réfutés fermement par le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Ils vont à l'encontre du droit international, en particulier du devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Ils ne sont par ailleurs pas à la hauteur de la qualité du lien transatlantique entre la France et les États-Unis et de la confiance qui doit en résulter entre alliés, a réagi le Quai d'Orsay, qui a précisé que l'ambassadeur Kouchner sera convoqué ce lundi 25 août. Une mesure rarissime entre alliés. Les critiques du diplomate américain qui a récemment pris ses fonctions à Paris interviennent quelques jours après une violente charge de Benjamin Netanyahou contre le président français qu'il accuse d'alimenter le feu antisémite en appelant à la reconnaissance internationale de l'État palestinien, analyse à laquelle la présidence française avait déjà répliqué en qualifiant d'erronée, abjecté qui ne demeurera pas sans réponse. Dans sa lettre datée du lundi 25 août, l'ambassadeur américain reprend l'argumentaire de Benjamin Netanyahou, des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France, estime Charles Kouchner, père du gendre de Donald Trump, Jared Kouchner, qui ajoute: aujourd'hui, ce n'est plus possible de tergiverser. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme, point. Il ne se passe pas un jour en France sans que des juifs soient agressés dans les rues, des synagogues et des écoles dégradées et des entreprises appartenant à des juifs vandalisées. Le ministère de l'Intérieur de votre propre gouvernement constate que des écoles maternelles ont été ciblées par des dégradations antisémites, poursuit encore celui-ci. Alors que les actes antisémites sont en nette progression dans l'Hexagone,
depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza. Selon l'ONU qui a déclaré l'état de famine dans la ville de Gaza et à ses alentours, 500 000 Palestiniens se trouveraient dans un état de santé catastrophique en raison du blocage de l'aide alimentaire par Israël. Pour les habitants de l'enclave, le quotidien est rythmé par la recherche de nourriture. En France, 2 juristes appellent dans le journal Le Monde les pays signataires des conventions de Genève à agir pour faire respecter le droit international humanitaire. Pour Ishak Chaba, chaque jour est un défi pour trouver de la nourriture. Cet ancien chauffeur de taxi de Betanoun dans le nord de la bande de Gaza a tout perdu. Travail, maison, revenus. Aujourd'hui, il vit dans un camp des déplacés dans la ville de Gaza, sous une tente avec son épouse, leurs 5 filles et leurs 2 fils. 9 bouches à nourrir, mais les produits de base se font de plus en plus rares dans l'enclave frappée par la famine. La farine est essentielle pour se tenir debout. Il y a aussi le sucre et l'huile. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens nous fournissait ces produits essentiels ainsi que du poisson en conserve. Maintenant, tout nous manque, confie-t-il. Ibrahim, 25 ans, est le fils aîné de la famille. Il apparaît pâle, affaibli et souffre d'asthme. Pouvez-vous imaginer qu'un patient asthmatique parcourt environ 7 km pour aller chercher de la farine et qu'il n'en obtient pas alors qu'il est déjà malade et qu'il risque d'être blessé par balle, voire tué? La seule chose qui me motive à bouger, c'est l'eau. Faute de farine, la famille se nourrit essentiellement des lentilles et des spaghettis dont les prix sont désormais plus abordables. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens assure avoir de quoi remplir 6000 camions d'aide. Mais Israël n'en laisse entrer quelques dizaines chaque jour. Selon le Hamas, plus de 280 personnes, dont 114 enfants, sont mortes de faim depuis le début de la guerre. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.